Alors, merci aussi à tous nos quatre intervenants pour leurs exposés, tous différents, tous passionnants. Alors, Pierrot Dreyfus, je suis censée vous passer maintenant la parole pour les questions écrites de nos spectateurs. Si vous en avez, si ça n'est pas encore le cas, j'ai une question à poser. Donc, Pierrot, dites-moi où on en est. Alors, posez votre question. D'accord. Alors, ma première question, s'adresse à Avi Pazner. Je reviens vers vous, Avi, puisque on a entendu ce soir à travers l'exposé de nos trois autres invités euh, une question qui est si aujourd'hui, effectivement, dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, Israël devait prendre en charge une vague d'Aliyah plus importante ou plus rapide que celle qu'on connaît jusqu'à présent, qui viendrait de pays différents, alors qu'Israël est dans la situation économique que l'on sait. Votre expérience, à la fois d'Israélien, à la fois de président du Keren Hayesod, est-ce qu'Israël est capable rapidement de s'adapter à une demande complètement inédite venant de directions différentes, de recevoir ces immigrants, mais de les recevoir pas seulement de leur ouvrir les portes du pays, mais d'aller plus loin dans leur intégration. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est techniquement faisable? C'est faisable si on en a la conviction, Pascal. Si je regarde ce qui s'était passé après la naissance de l'État d'Israël en 49, 50, 51, quand nous avons été submergés par une vague bénie de Olim venant d'Europe, venant d'Asie, venant d'Afrique, nous étions seulement 600 000 quand l'État a été créé et nous avons absorbé en quelques années 1 million de nouveaux émigrants. Quand nous n'avions rien, nous étions complètement démunis. Il n'y avait rien à manger ici. Est-ce que nous ne sommes pas capables aujourd'hui de susciter une vague d'Aliyah pareille et de l'intégrer? Mais bien sûr que si. Mais il faut avoir la volonté de le faire. Il faut comprendre l'importance de l'Aliyah. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, avec tous les problèmes que nous avons, surtout les problèmes de Covid, les problèmes économiques, les problèmes politiques, il y a quelqu'un qui pense en avant, qui dit « Ah bon, maintenant c'est une bonne période pour amener des olives et les intégrer ». C'est faisable. Aujourd'hui, Israël est un pays riche qui peut se permettre d'intégrer des dizaines et même des centaines de milliers de nouveaux immigrants, comme nous l'avons fait dans le passé. Je vous rappelle aussi, entre parenthèses, la vague d'Aliyah de Russie des années 89-91, lorsque nous avons accueilli presque 1 million de nouveaux olim de l'ancienne Union soviétique. Nous sommes parfaitement capables, il faut la volonté politique. Même question à Shmuel Tregano. Et là, je reviens sur ce que vous disiez à propos de l'État, de la société israélienne. Avi Pazner nous dit, aujourd'hui, l'État a les ressources nécessaires, s'il le veut, d'accueillir une vague d'immigrants. Est-ce que la société israélienne est aujourd'hui dans l'état dans lequel elle était dans les années 50 ou au début des années 90 pour accueillir une vague d'Aliyah qui viendrait hypothétiquement de pays différents, Shmuel Tregano? Alors, j'ai mal entendu la question, il y a une interférence. Écoutez, nous dit un classement récemment qu'Israël, selon lequel Israël est la 8e puissance du monde, à partir de tout un ensemble de variables, ce qui n'est pas négligeable et qui est même très impressionnant. Sur le plan économique, il y a quand même entre 800 000 et 1 million de chômeurs. Est-ce que ces chômeurs vont retrouver un travail? C'est encore une inconnue et donc je l'espère, mais ça reste une inconnue. Mais il me semble que
on ne parle pas, si vous voulez, je crois que là, on ne parle pas d'une alia de catastrophe, comme on dit, mais d'une alia à partir de pays occidentaux dans lesquels les Juifs sont des citoyens libres, exerçant des professions, etc. Donc c'est très différent. Et là, ça demande une sensibilité peut-être plus grande, qu'on ne trouve pas peut-être dans tous les secteurs de l'administration israélienne. Il y a eu quand même des échos de cette alia qui s'est faite dans les années 2015, avant de connaître un très grand ralentissement. Donc, la capacité de traduire les diplômes, les spécificités françaises, je ne sais pas si vous m'entendez là, mais moi, je n'entends pas. La Il y a eu un connexion est un problème. peu... Oui. Oui. Alors, en attendant peut-être que nous récupérions une meilleure liaison avec Shmuel Trigano, je m'adresserai au professeur Sergio Della Pergola justement à propos de cette alia dont vous avez dit, professeur Della Pergola, qu'elle répond à des motivations qui sont d'abord d'ordre socio-économique. C'est en tout cas un des principaux facteurs, un des facteurs constants. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre connaissance, les autorités israéliennes, les institutions qui ont la charge justement de prévoir ou de programmer une vague d'alia possible ou une variation, est-ce que ces institutions israéliennes sont conscientes de ces réalités? Oui, enfin, je dois préciser, l'idée de la LIA, elle existe tout le temps. Et c'est une idée idéale, bien sûr. Je parle du moment, le moment de la LIA. Pourquoi Monsieur Joseph, qui pense à la LIA tout le temps, fait son alia le 15 août 2019 et pas en 1999, pas en 2005. C'est ça. Il y a à l'état latente une grande potentialité. Et je pense que cette potentialité a augmenté beaucoup au cours du temps, soit parce que l'État d'Israël est devenu plus évident, plus fort, plus intéressant, plus capable de faire plus de choses, il offre l'État d'Israël plus de possibilités d'un côté. Et d'autre part, je pense que presque tous les intervenants l'ont dit, il y a une détérioration de la société européenne et même de la société américaine et le rapport idéal entre sociétés juives qui a peut-être existé pendant quelques années ou décennies après la Deuxième Guerre mondiale n'existe pas aujourd'hui. Donc cette potentialité a beaucoup augmenté. La centralité de l'idée d'Israël a augmenté. Et je parle toujours en me basant sur des matériaux de recherche. Donc il faut savoir en profiter de ce grand potentiel. Et ici, on arrive à un thème, je n'ai certainement pas le thème que vous aviez envisagé ce soir, c'est la crise de la politique israélienne. Là, c'est une autre soirée. Je peux parler 2 heures sur ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais sans doute, tout en maintenant une discrétion sur ce thème, il est évident que ici en Israël, nous ne sommes pas sur la longueur d'onde souhaitable. La politique israélienne comprend très peu le monde juif et ses qualités qui sont énormes, le monde juif de la soi-disant diaspora. Et il faut une réforme totale de la mentalité, du discours, des partis politiques et des structures. Je voudrais seulement donner une idée en ce qui concerne l'hypothèse, supposons que 100 000 juifs français fassent leur alia dans le mois de janvier 2021. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'attitude israélienne a été toujours un certain patronage. Donc, il y a des structures, il y a des partis, il y a des administrateurs, il y a des
de ce que l'on appelle des machers, eh bien, qui prend en charge et les options individuelles des nouveaux immigrants sont très limitées. Et ensuite, on ne reconnaît pas leur diplôme, etc. Un dentiste ne peut pas faire le dentiste, etc. Mais moi, j'ai toujours songé à une grande idée, et ce serait de prendre cette masse importante de nouveaux immigrants qui parlent la même langue et qui inclut des dirigeants, des fonctionnaires, des professionnels, des intellectuels, de toute la plus haute qualité humaine et juive, des enseignants d'hébreu, des rabbins, des grands rabbins, des savants, eh ben, construire une ville des immigrés de France. On l'appelle avec un nom que vous pensez peut-être individuer mieux que moi. Le maire sera un juif français nouveau immigrant et le directeur général de la municipalité et le directeur de l'école et de l'hôpital qu'on va ériger. Voici, donc, c'est un concept un peu étrange parce que nous pensons toujours à l'intégration. L'idéal de la Misou Galouyot, il faut oublier totalement le pays d'origine, oublier totalement la langue, les traditions et la culture que vous amenez avec vous, qui sont précieuses, et devenir israélien. Eh ben, nous ne serons jamais israéliens. Je pense que presque tous les présents ce soir ne sont pas nés en Israël. Chacun parle avec un accent. Et c'est une erreur sociologique fondamentale, catastrophique. L'idée de donner l'autonomie la plus complète, le respect et les règles du jeu aux nouveaux arrivés, c'est une idée qu'il faudrait développer. La même chose pour les Américains, la même chose pour les gens qui arrivent d'Argentine et de l'Union soviétique auparavant. Ce qu'on a vu, c'est qu'on a obligé les nouveaux arrivés, surtout ceux qui avaient moins de moyens matériaux d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, à se mettre dans la soi-disant cette obscénité. C'est le concept de la périphérie. C'est une obscénité. Il n'existe pas, il ne devrait jamais exister la périphérie. L'État d'Israël devait être un État développé dans tous ses coins, dans tous les mètres carrés de sa surface, avec la même qualité de service et de vie. Et voici, ce sont des idées pour lesquelles il faut quelqu'un qui puisse songer et puisse aussi avoir la capacité de diriger des travaux et des procès, espérons-le. Merci Sergio Della Pergola. Alors, je sais que malheureusement, on n'a pas le temps matériel de relancer un débat, mais vous avez exprimé là un certain nombre d'idées qui, je crois, donnent à réfléchir et font réagir. Alors, je voudrais faire réagir justement Shmuel Trigano, puisqu'on a été coupé dans notre connexion sur votre précédente intervention. Cette idée de donner une autonomie aux Olim, plutôt que d'envisager la fusion des exils. Comment est-ce que vous analysez cette proposition, Shmuel Trigano? La fusion des exils était un projet idéologique de l'époque ben-gourionienne qui allait de pair avec la mamlartiout, l'étatisme. Or, et donc ce qu'on appelait la normalisation. Mais en fait, il s'est avéré que ce modèle était entaché de dimensions spécifiques qui ne s'appliquaient pas à tout le monde. Alors, l'idée de Sergio Della Pergola est très intéressante. Oui, elle fait référence plutôt aux Juifs Olim comme à des membres du peuple juif plus que de la nation israélienne. Et je suis tout à fait pour cette idée-là, de donner cette autonomie, cette liberté, etc., que finalement, chacun suive son rêve d'Israël, le rêve d'Israël qu'il a cultivé et qui l'a conduit ici. Néanmoins, un regard sociologique montrerait que, eh bien, il s'agirait de créer un mixar, un secteur francophone. Et c'est presque une nécessité aujourd'hui de la société israélienne pour y survivre. J'ai beaucoup aimé aussi la critique du patronage, l'idée d'être patronné toujours. Elle est très ancienne, elle date des débuts de l'État, mais elle est complètement désuète aujourd'hui, justement parce qu'il y a un changement radical de population, des situations tout à fait nouvelles. Mais cette idée de l'autonomie,
de la créativité me semble très importante, justement pour conjuguer la nation israélienne et le peuple juif. Alors, Effectivement. Oui, Pierre. Oui, Pierrot. il y a une remarque, c'est pas tout à fait une question, mais ça s'adresse essentiellement au professeur Sergio Della Pergola, parce que l'un des chatteurs, excusez l'expression, écrit « Jamais les Israéliens ne feront cela. De tout temps, ils ont pratiqué le cours haïtour, le fameux creuset, et faire disparaître les langues et toute tradition. » Et par ailleurs, un autre chatter dit « Manitou disait que nos petits-enfants seront israéliens, parlant et rêvant en ivrite. » Alors, professeur Della Pergola, qu'avez-vous à dire à ces deux participants? Non, je suis tout d'accord, tout à fait d'accord. Le Manitou Zichrono Livracha, que j'ai eu l'honneur de connaître d'ailleurs, a raison. C'est un procès qui prend une, deux ou trois générations. Ça va arriver inévitablement. D'ailleurs, dans le débat entre les écoles des sociologues, je suis nettement pour l'idée que l'État d'Israël est un succès incroyable en perspective comparée dans la capacité d'intégrer les différents et finalement de créer une troisième génération qui a presque n'a presque aucune différence, qui milite ici ou là selon leurs préférences, mais tout à fait en dehors des origines géographiques des ancêtres. C'est un grand succès. Toute la polémique sur les édotes, etc., c'est quelque chose que je ne partage pas du tout. Mais il faut, d'autre part, ne pas tomber dans l'illusion que c'est un procès qui s'aboutit dans une semaine. Et d'ailleurs, je vous dis clairement, si je peux parler ma langue mère dans ma famille et je me sens bien parce que je domine très bien cette langue. Et donc, je n'ai pas de complexe d'infériorité parce que je parle une langue très, très médiocre. Alors, bienvenue la persistance des langues et ainsi donc dans la pratique religieuse est importante. Finalement, en longue durée, sans doute, et l'expérience israélienne le démontre, mieux que dans d'autres pays où il existe une question nord-sud. Mais voyez les États-Unis d'Amérique qui sont encore dans la guerre civile, le nord contre le sud. Mais voyez l'Italie de laquelle je proviens, le nord et le sud sont deux pays complètement différents. Ils votent différents, ils ont des économies différentes. Nous avons fait mieux que ces pays qui sont nettement plus vieux que nous. Mais je trouve que cette idée d'aider le nouveau olé, le nouveau immigrant, à un passage graduel, et donc en maintenant la richesse de ses ressources, c'est une idée qu'il faudrait quand même essayer. Mais vous parlez magnifiquement non seulement votre langue mère, mais une langue voisine de la langue française. Merci, je vous remercie. Donc on est au cœur de ce creuset et des richesses que le peuple juif a acquises pendant ces générations et ces siècles de pérégrination jusqu'à l'époque privilégiée que nous vivons tout de même de retour vers Israël. En tout cas, merci à nos 4 invités. Je vois l'heure qui tourne, donc je pense qu'il va falloir maintenant arriver à la fin de ce colloque.